Maintenant, un autre aspect important dans les maisons, donc on a parlé de l'ensoleillement, on a parlé des fenêtres. Là, on va parler des masses thermiques. C'est quoi une masse thermique d'abord? Une masse thermique, c'est un matériau lourd. De la pierre, du béton, contrairement à un isolant, de la laine de verre, c'est léger. Donc, du béton, c'est une masse thermique. Un isolant en laine de verre, c'est léger, ce n'est pas une masse thermique. Donc, l'idée d'une masse thermique, un objet lourd, en fait, lorsqu'on le réchauffe, ça lui prend beaucoup d'énergie pour qu'il monte en température. Contrairement à un objet léger, dès qu'on le chauffe, il monte en température beaucoup. Donc, le but de la masse thermique, c'est d'abord de stocker de l'énergie qui rentre en surplus à l'intérieur de la maison. Et deuxièmement, c'est d'empêcher que l'intérieur de la maison surchauffe, puisqu'il est capable de stocker beaucoup d'énergie tout en empêchant la montée en température à l'intérieur de la maison. Et cette énergie-là, évidemment, une fois qu'elle est rentrée dans les matériaux lourds, à température quasiment constante ou à température qui monte un petit peu, bien, cette énergie-là va pouvoir être relâchée à l'intérieur des espaces de vie, la nuit ou lorsque la température descend. On comprend également que dans des conditions pareilles, il faut quand même laisser fluctuer un petit peu la température à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut permettre quand même que la température monte, par exemple, jusqu'à 25 le jour. Il faut permettre aussi à ce que la température baisse, par exemple, à 18 degrés la nuit, pour permettre une accumulation dans un premier temps et pour permettre à ce que cette énergie-là puisse ressortir. Parce que si ma température était constante à 23 degrés à l'intérieur tout le temps, ben, je n'aurais pas d'énergie qui pourra rentrer dedans, je n'aurais pas d'énergie qui peut sortir, mis à part le fait que quand les masses thermiques sont directement exposées au rayonnement solaire, quelle que soit la température à ce moment-là, le rayon solaire touche le matériau, est absorbé par le matériau et va réchauffer quand même le matériau. Donc, c'est un peu ce qu'on voit ici sur l'image. On a le soleil, évidemment. Il rentre à l'intérieur et puis j'ai beaucoup de matériaux lourds à l'intérieur. Donc, cette énergie-là va rentrer dans les matériaux lourds, va se stocker pendant le jour. Et la nuit, bien, ces matériaux-là vont redégager leur énergie vers l'intérieur et conserver l'énergie à l'intérieur. Donc, ça me permet d'utiliser des fenêtres comme moyen de chauffer la maison. C'est-à-dire ça permet un apport solaire sans avoir de désagrément, ni au moment où le soleil rentre, ni au moment où la température descend, parce que les matériaux lourds vont redégager leur énergie. Des matériaux de stockage, vous en avez une liste ici. Vous avez du béton, qui est évidemment lourd. Bien souvent, on va retrouver du béton, une dalle sur sol de 3 pouces d'épais, par exemple, 3, 4, 5 pouces. 5 pouces d'ailleurs, comme je dis ici, quand on installe un chauffage radiant dans une dalle, on peut facilement avoir une dalle de béton de 5 pouces d'épais. On peut utiliser des chapes de béton d'1,5 pouce d'épais sur un plancher de bois simplement aux étages. Donc on coule une dalle et puis on a une masse thermique importante d'1,5 pouce sur la grandeur d'un rez-de-chaussée ou d'un étage par exemple. Si je mettais du chauffage radiant là-dedans, je le mettrais plus épais parce que on installe des tuyaux dans la chape, et ces tuyaux-là ont une certaine épaisseur et doivent être couverts de béton par en dessous et par au-dessus. Donc la chape à ce moment-là est plus importante. Une chose à retenir, mais en fait je vais en parler beaucoup plus plus tard avec la masse thermique, mais je vais quand même en dire un mot maintenant. Quand on installe une charge sur un plancher, par exemple une charge de béton d'1,5 pouce, on a beaucoup plus de poids sur le plancher. Donc on a tendance à croire qu'on va devoir mettre une structure plus forte parce qu'on met beaucoup plus de poids sur le plancher. En réalité, vous allez vous rendre compte, en fait, si vous regardez les tables du Code national du bâtiment, que c'est le contraire. Que quand on met du poids avec une chape de béton d'1,5 pouce en plus sur le plancher peut avoir des portées plus grandes. Et ceci est vrai uniquement quand le béton est coulé directement sur le plywood, sur le contreplaqué, parce qu'il y a une certaine adhésion qui se fait entre le contreplaqué et le béton de la chape. Et ça s'explique par le fait que simplement les portées de plancher pour les structures sont calculées notamment en fonction de la vibration du plancher. Quand on met plus de charge dessus, les planchers vibrent moins et donc on peut avoir plus de portée. Par contre, quand on tombe avec des chapes
de 2,5 d'épais, ben là, on exagère. Si on voulait garder la même structure, là, il faut quand même vérifier les structures pour voir si elles sont en accord avec la surcharge que l'on met. Et lorsqu'on commande des structures, bien, il faut toujours spécifier c'est quoi les charges que l'on met sur le plancher, d'une part, et d'autre part, la façon dont la charge est mise dessus. Par exemple, si je coulais une dalle de béton d'1,5 pouce d'épais et que je mettais d'abord une feuille de plastique sur le plancher pour ne pas mouiller mon contreplaqué, que je coulais la dalle de béton là-dessus, d'1,5 pouce d'épais, ben, ça ne marcherait plus, mon affaire, parce que le béton ne serait pas collé au plancher lui-même, ne serait pas adhérent, donc on n'aurait pas la même caractéristique. Et à ce moment-là, c'est vraiment une charge en plus dont il faudra tenir compte pour la portée du plancher. C'est une petite parenthèse. Bon, la pierre naturelle, évidemment, briques, terre, jardin intérieur, bac à plantes, de l'eau, dans des réservoirs ou des bassins. En fait, des matériaux lourds en général. Et ensuite de ça, il y a un matériau qui est plus spécial, qui est le matériau à changement de phase. C'est-à-dire, c'est un matériel qui, à une température donnée, par exemple à 20 degrés Celsius, juste avant de 20 degrés Celsius, le matériel est sous forme solide. À partir de 20 degrés Celsius, il se liquéfie et reste à température constante tant que le matériel n'est pas liquéfié au complet. Et donc, il permet d'accumuler énormément d'énergie à température constante, donc sans faire monter la température des pièces. Une fois que tout le matériel solide est liquéfié, bien là, le matériau est simplement monté en température comme un matériau ordinaire. Et inversement, lorsque le liquide va se transformer de liquide à solide, il va le faire à température constante, par exemple 20 degrés ou 22 degrés, dépendant du type de matériau, et il va dégager énormément d'énergie de cette façon-là. Un matériel énormément disponible, mais très peu pratique dans une maison, mais plus pratique dans une serre, comme j'aurai l'occasion d'expliquer à un moment donné, quand je parlerai des serres, c'est l'eau. L'eau, d'abord, c'est le meilleur matériel de stockage qui puisse exister. Donc, pour 1 kg d'eau, ça stocke beaucoup plus d'énergie qu'1 kg de béton, sans monter en température, je veux dire. Mais l'eau a la caractéristique suivante, c'est un matériel à changement de phase que l'on peut comprendre plus facilement. On peut avoir de la glace ou on peut avoir de l'eau. On sait que la glace devient de l'eau à 0 degré Celsius et tant que la glace n'a pas fondu entièrement, ça reste à 0 degré Celsius. Inversement, l'eau se transforme en glace à 0 degré Celsius et tant que l'eau ne s'est pas transformée en glace entièrement, elle reste à 0 degré Celsius. Pour faire passer la glace à l'état de l'eau, il faut chauffer la glace. Donc, on amène beaucoup d'énergie pour faire fondre la glace. Le tout reste à 0 degré Celsius jusqu'à ce qu'elle soit entièrement transformée en eau et à partir de ce moment-là, la température de l'eau va monter. Ça, c'est la phase charge du matériau de changement de phase. Inversement, lorsque l'eau se gèle et devient de la glace, en fait, l'eau dégage beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie. Donc, on comprend facilement quand on doit chauffer la glace, il y a une quantité d'énergie pour la faire fondre en eau, mais inversement, quand l'eau devient glace, elle dégage de l'énergie, autant que ce qu'on en a pris pour la faire liquéfier. J'avais fait un petit calcul intéressant. J'ai 100 litres d'eau, je transforme 100 litres d'eau en 100 litres de glace. Eh bien, le dégagement d'énergie équivaut à 9 kWh, c'est-à-dire l'équivalent d'une plainte électrique de 4 pieds allumée pendant 9 heures. Donc, on peut voir que les matériaux à changement de phase, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais il en existe peu ou pas que l'on puisse utiliser à température confortable à l'intérieur de la maison. C'est pour ça qu'il y a des compagnies qui mettent au point des matériaux à changement de phase et on va en voir une tout à l'heure. Bon, des exemples de masse thermique, un mur de briques à l'intérieur, une chape de béton d'1,5 pouce que l'on coule directement sur le plancher, comme je l'ai indiqué, une dalle de béton de sous-sol. Dans ce cas-ci, pourriez vous poser la question pourquoi la dalle est rouge, le ciment est rouge, c'est parce qu'il est coloré dans la masse. Donc, l'idée de cette dalle-ci, en particulier, c'est d'avoir une dalle de béton décorative
C'est-à-dire qu'on a introduit un pigment de couleur dans le camion de béton. Le béton est brassé et on coule du béton coloré. Donc, il existe différents colorants. Et après, on polie le béton et on garde le béton tel quel sans devoir mettre de la céramique, par exemple, dessus. Et d'ailleurs, on y voit l'image ici à côté où on a un béton fini, coloré dans la masse. Et étant donné qu'il est coloré dans la masse aussi, il ne pourra jamais s'user parce qu'il fait pleine épaisseur de la dalle de béton. Bon, vous aviez ici le coulage d'une chape de béton. Sur cette chape de béton, on a mis de la céramique, qui est un matériau lourd également, et qui laisse bien passer la chaleur de l'air intérieur vers le béton lui-même. Parce que, évidemment, si j'avais mis une chape de béton, que j'avais mis, par exemple, un plancher de bois par-dessus, ou encore pire, un tapis, ben, ma chape de béton n'aurait servi à rien parce que la chaleur, l'énergie qui est présente dans l'air n'aurait pas pu se rendre dans le béton suffisamment vite, et donc la masse thermique aurait été perdue. Donc l'idée, c'est que toujours l'énergie puisse y arriver facilement. Donc c'est qu'il y ait des matériaux, qu'ils soient couverts de matériaux très peu isolants, très conducteurs de chaleur. D'autres types de masse thermique, bon, vous avez là on parle un peu d'autre chose, on parle de réservoirs d'eau qui sont indépendants du volume d'air, mais on peut transférer, on le verra plus tard, de l'énergie présente dans l'air en surplus à l'intérieur d'une habitation, par exemple, et la transférer dans des réservoirs d'eau notamment. Et comme je vous l'ai expliqué, l'eau est le meilleur des matériaux de stockage. Bon, encore une fois, l'utilisation d'un mur de briques, masse thermique, l'utilisation d'ardoise sur une dalle de béton 5 pouces d'épais ici. Et en même temps, vous pouvez observer que le matériau de stockage est en même temps un matériau de décoration. Donc, encore une fois, usage multiple pour un même matériau. La brique, c'est beau et ça stocke l'énergie. L'ardoise, c'est beau et ça stocke l'énergie et ça permet à l'énergie d'aller rejoindre la dalle de béton qui est en bas. Donc, on voit ici l'éclairage de la dalle de béton recouverte de céramique dans ma maison. Et des petits utilisateurs qui aiment ça s'exposer au soleil, parce que c'est évidemment un agrément d'avoir du soleil qui rend de pouvoir se mettre au soleil en plein hiver. Bon, d'autres types de masse thermique, beaucoup de béton à l'intérieur. Ça, on parle de masse thermique lourde, vraiment, là, des briques. Un foyer de masse, ça occupe quand même, ça développe quand même une surface de matériaux lourds, même si on n'utilise pas en tant que foyer. Des liquides divers qui peuvent être bien agréables, des petits jardins intérieurs. En tout cas, encore une fois, l'imagination doit être au pouvoir et on peut penser à toutes sortes d'affaires. Autre chose, juste en parlant du foyer de masse, et avant que je l'oublie, c'est que la masse thermique doit être répandue sur une surface la plus grande possible pour pouvoir être atteinte par l'énergie qui se trouve dans l'air. Évidemment, si j'ai par exemple mon foyer de masse, j'ai quand même une certaine surface de masse, mais elle est relativement petite par rapport à une grande dalle de béton, par exemple. Donc mon énergie ne peut rentrer que par la surface. Donc plus la surface est grande, mieux c'est pour pouvoir stocker. Si j'ai 1 mètre cube de béton, c'est une grande masse thermique, mais je n'ai pas vraiment beaucoup d'énergie qui peut rentrer dedans parce que, en fait, l'énergie, il faut qu'elle rentre dedans sur un cycle de temps relativement court. C'est-à-dire, en quelques heures, quand le soleil est là, il faut que l'énergie puisse rentrer dedans. Avec mon mètre cube, il est tellement volumineux qu'il n'y aura quand même pas beaucoup d'énergie qui va rentrer dedans. Mais si mon même mètre cube, je l'étends en 10 cm d'épais, parce que c'est plus facile à dire, c'est 4 pouces, à ce moment-là, je vais avoir une beaucoup plus grande surface dans laquelle l'énergie va pouvoir s'enfiler beaucoup plus rapidement. Également, une masse thermique, ça n'a pas besoin d'avoir 1 mètre d'épais. Avec 4 pouces d'épais de béton, par exemple, c'est largement assez parce que de toute façon, l'énergie ne peut pas aller plus loin dans un laps de temps déterminé sur un laps de temps de quelques heures. Là, je vous donne une liste simplement de matériaux. Donc, vous pouvez constater, vous avez la densité des matériaux. En général, et vous avez la capacité spécifique du matériau, c'est-à-dire la quantité d'énergie que le matériau peut absorber tout en ne montant que d'1 degré Celsius en température à la fois.
on peut remarquer en général que, que les matériaux lourds, ce que je dis est faux finalement. L'acier, c'est c'est intéressant pour moi-même de voir les affaires. Hein. Donc l'acier, c'est très très lourd, mais il y a une capacité spécifique pas très élevée. Mais étant donné qu'il est tellement lourd, si on considère en volume, il a quand même une capacité de stockage extrêmement grande. Maintenant, l'autre colonne très importante, c'est la capacité de propagation. C'est ce que je vous expliquais. Il faut que le matériau ne soit pas isolant. C'est-à-dire qu'il faut que l'énergie, qu'une fois qu'elle touche la surface, qu'elle puisse se propager facilement dedans. Donc, les matériaux de masse thermique sont des matériaux lourds qui sont très peu ou pas isolants. Et on voit l'eau ici, qui est à densité de 1000. Capacité spécifique, c'est lui qui a la capacité spécifique la plus élevée de tout le tableau que vous avez là. Et c'est celui qui, en volume, en bout de ligne, est capable d'accumuler le plus d'énergie également. Évidemment, les bons matériaux de stockage sont par exemple de l'argile, du béton, de la brique. Donc en fait, tout ce qui est lourd finalement. Voici le stockage d'énergie dans un matériau à changement de phase. Donc, comme je vous avais dit, vous avez un matériel solide, qui est sous forme solide à une température donnée. Par exemple, jusqu'à 22 degrés Celsius, le matériel est sous forme solide. À partir de 22 degrés Celsius, il commence à fondre, il se reste à la même température. Donc, c'est ce qu'on voit ici, la température augmente. La matière solide atteint la température maximale sous forme solide. Et ensuite, la température reste constante au fur et à mesure que le matériel accumule de l'énergie. Et inversement, la température reste constante quand il décharge son énergie, redevient solide, et la température, une fois qu'elle est devenue entièrement solide, rebaisse. Donc ici, on a une courbe avec le stockage d'énergie aussi, évidemment, qui veut simplement me démontrer que l'écart de température, le plus bas et le plus haut, est moindre quand j'ai des masses thermiques, et notamment des masses thermiques à changement de phase, que si j'ai juste des matériaux légers, où là les températures vont fluctuer beaucoup plus dans le haut et dans le bas. Bon, la même masse thermique à matériaux de changement de phase, après le matériel qui est en dedans, c'est du micronal. Il y a un fabricant ontarien qui fabrique des panneaux tels que ceux-là qui s'appellent Thermalcore. Et puis, en fait, le matériel à changement de phase est inséré dans des plaques de gypse à l'intérieur de gélules. On peut le voir ici, présente dans la masse de gypse qui est dans le panneau. Et on dit, évidemment, je ne l'ai pas vérifié moi-même, qu'un panneau de micronal d'un demi-pouce d'épais peut accumuler autant d'énergie qu'un mur de béton de 9 pouces d'épais ou qu'un mur de briques de 12 pouces d'épais. Donc, encore une fois, c'est dû au phénomène de changement de phase. Donc, comme je vous ai expliqué avec l'eau, c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple, le changement de phase peut permettre une accumulation énorme d'énergie. Une fois que l'eau est devenue liquide, ça ne prend pas tellement d'énergie de la lever, de la monter en température. Il me semble que j'ai calculé que pour dégeler 1 kg de glace et pour qu'il devienne de l'eau, ça lui prend autant d'énergie que pour chauffer l'air de 0 à 80 degrés Celsius. Que pour chauffer l'eau de 0 à 80 degrés Celsius. Donc on voit que l'aspect changement de phase est un aspect vraiment intéressant, surtout quand on peut développer des matériaux qui se liquéfient à une température de confort.